pendant 4-5 ans, j'ai vraiment charbonné comme un porc. Je suis complètement allergique à l'analyse technique. Bah, si ça va là, on ira là. Puis si ça va là, on ira là. Et après, il te dit, bah, vu qu'on est allé là, maintenant on peut aller là ou là. Arrêtez les gars. On a levé, bon, c'était une petite levée, on a levé 1,50 million €. Donc c'est une petite levée pour nous. Ishimoku. Ishimoku, ouais. Et, Pas mal. Allez, Yann Darwin pour le Crypto Daily, c'est parti. Let's go. Salut Yann. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va bien. Alors, petit changement pour les abonnés qui nous regardent. On n'est pas dans nos studios habituels. Je suis déçu, Une prochaine fois peut-être. j'espère. Là, on est dans les studios du Crayon qui nous accueillent gentiment pour l'occasion. Ouais. Donc, pour ton interview sur ma chaîne. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Alors, on a une petite heure ensemble. On va discuter Green Bull, donc Ouais. ton projet phare en ce moment. On va parler crypto, immobilier, investissement, etc. Est-ce que déjà, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, si c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, je suis Yann Darwin. Je suis connu sur Internet parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yann Darwin qui parle de finance et d'investissement, un peu de crypto aussi, et surtout quand ça tire, comme en ce moment. J'ai une entreprise qui s'appelle Green Bull Group avec 4 autres associés. On est 5 associés fondateurs et on fait pas mal de choses. On va dire que tout tourne globalement autour des finances, de l'investissement, immobilier, en bourse, crypto bien sûr, trading. Et également, depuis un petit peu plus d'1 an, on fait ce qu'on appelle des ventures, c'est-à-dire qu'on prend des participations diverses et variées, plus ou moins importantes dans des entreprises qu'on intègre et qu'on aide à scaler. Voilà. Ok, Donc très ça bien. nous permet de nous diversifier et puis ça nous amuse beaucoup parce que finalement, ça reste de l'entrepreneuriat. Voilà. Ok. On va commencer par la genèse. Comment est-ce que toi, tu as commencé là-dedans? Comment t'es tombé dans le bain de l'investissement, de l'immobilier, YouTube? Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé par phase. J'ai toujours été attiré par l'investissement tout simplement parce que je me suis dit qu'on pouvait devenir riche, on pouvait faire de l'argent. Après, Bien je me sûr. suis rendu compte que c'était plus difficile que ce qu'on te vendait de faire de l'argent. J'ai lancé quelques projets entrepreneuriaux, mais moi, je viens vraiment du monde de l'immobilier. C'est-à-dire que les premiers projets entrepreneuriaux que j'ai lancés, outre les trucs qui ont duré 2 semaines et qui n'ont vraiment pas marché ou pour lesquels je me suis épuisé, ça a été l'immobilier. En quelle année? Juste après 2010, 2011, 2012, sur ces années-là, Ok. où j'ai commencé d'abord l'investissement immobilier, que tout le monde connaît, donc investissement locatif. Très rapidement, j'ai rencontré un associé, je me suis mis à faire du marchand de biens, Ok. donc de l'achat-revente immobilier, un petit peu du trading d'immobilier. Et j'ai continué à scaler, et je suis passé par divers métiers. On a eu une agence immobilière beaucoup de marchands de biens. Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 38 ans bientôt, Ok. dans quelques jours. Ah, bah, bon Non, anniversaire pas en fêlé, non, avance. merci. Et, Ok. donc voilà, et ça a scalé. Et jusqu'à ce que je finisse par quitter mon travail et passer à temps plein dans l'immobilier. Tu faisais quoi avant? J'étais pompier professionnel. Ok. Ouais. D'accord, donc effectivement, le jour et la nuit. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vraiment tu t'es dit, allez hop, je me jette dans le grand bain, je passe full-time immobilier? C'était quoi le déclic? C'était un petit peu l'ambition de ne pas vouloir rester toute ma vie dans ma carrière où je suis quand même globalement payé au lance-pierre, parce qu'un pompier, D'accord. c'est pas très bien payé. Combien c'est payé un pompier? Alors moi, je gagnais 1850 € par mois, pour être précis. Ok. Bon, logé, Au logé, mais. avec oui, un logement mais- de fonction. Ok. Mais bon, c'est pas fou. C'est pas. Hein, c'est pas Pour fou. le travail, Ouais, malheureusement. c'est oui, pas c'est foufou. Donc voilà, donc même avec l'évolution de carrière, etc., je pouvais pas imaginer finir à 3000, 3500 dans ma branche, on va dire, dans mon rang. Et même si je passe les concours pour être parmi les plus hauts gradés et mieux Ok. payés, c'était du Oui. 6 7 000. Donc c'est des bons salaires. Mais c'est pas. C'est ce pas que- l'ambition folle, tu vois. Ok. Donc moi, je voulais faire des trucs à côté. Au début, mon plan, c'était faire l'immobilier à côté pour faire plus d'argent. Ok. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est bien, ça peut marcher, on peut en faire un vrai métier et on peut faire plus. Et donc, ça Bien m'a un petit peu déclenché le truc de partir, quoi. Et après, j'ai scalé l'immobilier. En 2016, j'ai lancé la chaîne YouTube. Ok. Ça a marché tout de suite? Ça a mis du temps? Alors, j'avais l'impression que ça a marché tout de suite, mais Bien enfin, sûr. moi, quand j'ai fait mes 100 premiers abonnés, j'étais comme un fou, tu vois. Ok. 1000 abonnés, je me rappelle encore. 1000, c'était vraiment C'était vraiment c'était une step dinguerie. de C'était. mal, c'était une dinguerie. T'en es où aujourd'hui dans les abonnés? 720, 30, Ok. par là, ouais. D'accord. C'est très beau. On va chercher le million. Le million, ça va être une dinguerie aussi? Le million, ça va être une dinguerie. Ok. Putain, j'ai hâte. D'ici combien de temps le million, tu Je penses? sais pas. Bah, franchement, en ce moment, ça monte très vite. Ok. C'est un peu l'alignement des planètes sur ma chaîne.
C'est notamment pas les un peu cryptos. compliqué en ce moment? Excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas un peu compliqué, l'intérêt avec l'immobilier, avec la hausse des taux, l'inflation, et cetera? Les Si, gens c'est... s'intéressent quand même? Alors, les gens sont en recherche de réponses. Donc, quand ils OK, cherchent des ouais. réponses, YouTube, voilà. enfin Google, YouTube Ouais, aussi. Google, YouTube. J'ai la chance d'être parmi les plus gros en France. Bien sûr. Donc, forcément, bah voilà. J'ai une chaîne généraliste où je parle d'un peu tout ce qui est investissement et finance. Crypto d'ailleurs. Crypto d'ailleurs, donc forcément, bah, ça attire beaucoup de flux. Et donc, non, moi, ça se passe bien, en tout cas. OK. Et les gens ont des questions, donc quand les gens ont des questions, ils font des recherches, voilà, tout simplement. Et bien sûr, et avec la chance d'avoir ta chaîne, du moins, ils tombent sur toi, etc. Ouais, OK. ouais. On parle de Green Bull. On peut parler de Green Bull. Comment ça a commencé? C'est quoi vraiment la genèse, la base du projet? Comment Ok. vous êtes dit, il faut qu'on lance ça? Alors, au départ, c'est des mecs qui sont potes d'études. OK, Donc, tous les autres sauf moi, parce que moi, je les ai connus après. Mais d'accord. au départ, c'est des mecs qui sont potes d'études, qui ont fait l'école ensemble, le schéma notamment, ils étaient. Combien vous êtes? On est 5. 5 cofondateurs? Ouais. OK. Donc, ils se connaissent, ils font des trucs un peu chacun de leur côté, mais parfois, ils ont fait aussi des trucs ensemble, mais c'est un peu tout en dilettante. Et moi, quand j'en rencontre un qui me présente les autres, on est en 2017, OK. et très vite, on teste un truc ensemble, une espèce de joint venture sur un projet, et très vite, on s'associe. Très vite, OK. voilà, il y a un vrai match. Donc, on devient amis, on s'associe, on structure Green Bull Group, avec vraiment cette vision dès le début de faire un groupe. Mais à l'époque, c'était ridicule, mais le but, c'était vraiment... Quelle année? C'était fin 2017. Ah oui, OK, donc ça, tu les rencontres vraiment il y a longtemps, c'est pas quelque chose de Ouais, récent? ah ouais, OK. maintenant, ça commence à faire OK. longtemps, on vieillit, mais ouais. Bien sûr. OK. Dans mon cerveau, c'est pas il y a si longtemps, finalement, le temps passe vite. Mais C'est oui, vrai que 6 ans, oui. 6 ans, ouais. OK. Et donc, on structure le groupe avec cette vision de dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est forte? Soit elle pète tout et c'est la meilleure, ou soit un peu comme Virgin Group, un peu comme LVMH, un peu comme ces boîtes rachète complètement ses folles. concurrents. Ouais, soit elle rachète ses concurrents, ou soit elle lance des nouvelles boîtes et puis elle atteint une taille critique avec tellement de branches que Mhm. c'est cool. Et puis c'est plus ça. amusant aussi, on trouve ça, il y a ce côté-là. Et donc on a cette vision dès le début, même si on n'a pas beaucoup d'activités au début. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Et donc maintenant, il y a plein d'activités. Et Ok. avec la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui d'acquisition, de venture, on vient plugger des trucs qui n'ont plus rien à voir. On s'est mis à faire de la food récemment. OK. Sympa. Ouais. On a Compliqué acquis- la food quand même, non? Enfin, Ouais. vous aviez un cofondateur qui était dedans, quelque chose? En fait, ou- on avait une relation, en effet, parce que ça passe que par le réseau, Il faut, ouais. amical, avec qui, pareil, il y avait déjà eu des projets par le passé, qui connaissait un mec qui a la marque Yam Nutrition, donc qui maintenant Ok. a été acquise par Green Bull, qui fait partie du groupe. Et puis, on a vu l'occasion, quoi. Et on s'est dit, comme tout entrepreneur, au début, OK, nous, on a nos verticales, c'est finance, investissement, private equity, machin. Et ça n'a rien à voir. Et on s'est dit, finalement, ça a quand même à voir. Ça reste de l'entrepreneuriat. Bien Il sûr. faut faire connaître un produit, il faut qu'il soit bon, il faut que les clients soient contents, il faut se faire connaître sur Internet. Pourquoi pas? Et vous ce lancez. truc nous a explosé toutes nos limites. Et maintenant, on part du principe qu'on peut tout faire. À partir du moment où il y a des synergies avec nos entreprises, bien sûr, Bien et sûr. avec nous. OK. Mais voilà. Donc ça, c'est très amusant. OK. Et aujourd'hui, c'est quoi les boîtes principales de Green Bull Group? On va dire que, côté historique, il y a tout ce qui est formation en ligne, OK. puisque ça, c'est ce que j'avais apporté moi et ce que j'avais créé. Donc ça, c'est la partie... D'ailleurs, j'en profite, mais j'ai un ami à moi très proche Ouais. qui, quand il a vu qu'on avait fait un tweet pour poser vos questions à Yann Darwin, qui Ouais. m'a dit franchement, remercie-le parce que j'ai fait une de ses formations il y a très longtemps et ça m'a vraiment sorti de la merde, etc. Cool. Il s'appelle Florent et voilà, il va être très content de savoir que. On le salue. Mais ouais, ça fait plaisir ce genre de témoignage. Donc ça, c'est un peu la branche historique. Ok. Formation immobilière en ligne. Comment investir. Voilà. Après, bien sûr, il y a un catalogue qui s'est étoffé, comment faire du marchand de biens, etc. Bien sûr. On a toute une partie investissement marché financier. Ok. Donc avec une partie encore éducation, mais notamment une partie plus SaaS. Comment elles s'appellent ces boîtes-là? C'est toujours Green Bull Group qui produit ça? Ouais, ou c'est des boîtes à chaque fois des filiales de Green Bull, on Ok. leur donne des noms. Ok, des noms. Mais voilà, il y a toujours Green Bull dedans. Tu as Green Bull Nutrition, quelque chose, ok. Green Bull Campus, etc. Donc on a notamment Aria, qui est Ok. un software de trading qui Bien permet sûr. d'automatiser ses entrées et ses sorties. Dont Aria Crypto. Dont dedans, Aria c'est ça. Crypto, qui est encore un autre produit, mais qui fait la même chose avec les cryptos. Donc Ok. tu viens plugger toutes tes exchanges, tu automatises tes entrées et tes sorties, tu fais des scénarios, tu fais du rebalancing, ça se balance partout. Ok. On a la partie immobilière, mais investissement cette fois-ci, puisqu'on continue à investir, on continue à faire des opérations d'achat-revente, notamment sur Dubaï. Même aujourd'hui? Ah bien sûr, ouais. Dubaï, c'est Plus intéressant. que jamais. Dubaï, c'est intéressant aujourd'hui d'investir? On le pense, en tout cas. Enfin, oui, c'est Ouais. ce que vous pensez. Ok. Ouais. Tu me dis plus que jamais. Tu parlais de Dubaï ou aussi de la France en ce moment? où ça Dubaï, peut être ouais, intéressant? Dubaï, là, on Ouais. est très agressif. Là, sur la dernière année et demie, on a déployé 160 millions de dollars Ok. entre nos fonds de l'entreprise et la structuration de deals. Puisque vu qu'on fait du private equity, le private equity consiste en partie à structurer des deals
à amener un petit peu l'ingénierie financière, fiscale et le côté levée de fonds. Et donc, on structure des deals en private equity. Ça peut être des levées de fonds pour des entreprises, ça peut être des rachats d'entreprises. Et également, la partie immobilière, les gens peuvent investir avec nous. On a certains acteurs institutionnels aussi qui investissent avec nous des plus gros tickets. Donc, ça nous permet de déployer beaucoup d'argent. Et donc, on peut dire que vous êtes bullish sur Dubaï? On est bullish sur Dubaï. Ouais. Ok, ou du moins, vous êtes Green Bull sur Dubaï. Elle s'appelle comme ça, la boîte? Elle s'appelle Green Bull Contracting. Il y a Green Bull Invest, Green Bull Contracting. Non, il y en a une qui s'appelle Invest Dubaï, il n'y a pas Green Bull dedans. Aucun rapport, ok. Non, ouais. Écoute, il y a des fois, il n'y a plus assez de noms. Quand tout est pris, tout est pris. Donc voilà, et après, si tu veux, comment on réfléchit, on horizontalise, on verticalise. C'est pour ça que ça va être très dur que je te fasse toutes les marques, mais regarde, par exemple, pour la branche investissement à Dubaï, au début, on dit, OK, on fait des maisons, on les achète, on les rénove, on les revend. Très vite, on s'est dit comment on horizontalise le truc. C'est-à-dire, dans acheter, rénover, revendre, il y a rénover au milieu. Bien sûr. Et là, on bossait avec des extérieurs. Et puis on s'est dit, bah non, pourquoi? Donc vous avez créé votre boîte Exactement, de Green Bull Contracting, où on rénove nous-mêmes. Ok, je comprends. Voilà. Et du coup, c'est smart, mais c'est smart. Et du coup, on fait nos maisons et maintenant, on prend des clients extérieurs. Et donc, on fait de l'intérieur, de l'extérieur, maison de luxe, prestations haut de gamme. Ok, et donc vous vous occupez. Donc en fait, dans le groupe, tu arrives à proposer un 360 de l'achat, de rénovation, location aussi derrière ou la revente du bien. On peut aider sur la location, mais nous, on ne fait pas de location. Là, on est vraiment focusé sur l'achat-revente sur Dubaï. Achat-revente, ok. Marchand de biens à fond. Marchand de biens à fond, ouais. Ok. Et donc, en fait, on réfléchit toujours comme ça sur nos entreprises, si tu veux. On réfléchit, OK, comment est-ce qu'on pourrait intégrer plus de choses, soit nous-mêmes, en le créant de zéro, soit avec des synergies extérieures. Ok, voilà. Effectivement. Et alors, c'est quoi la réponse souvent? Vous essayez vraiment de maximiser vous-même, ou il y a des fois, vous dites, non, c'est quand même bien de s'ouvrir, allez, on va s'associer avec telle structure là-bas, comment? Notre slogan, c'est Together we achieve more. Ensemble, on fait plus. Bien sûr. Parce qu'on est un grand nombre d'associés. Ok. Et on a plugué un grand nombre de marques de sociétés, notamment extérieures. Et c'est vrai que quand c'est... En fait, tu gagnes un temps fou. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de Yam Nutrition dont on parlait, qui est une boîte donc, qui fait du complément alimentaire sportif, donc de la whey, etc., tous ces trucs-là, des compléments. C'est beaucoup plus simple d'acquérir une boîte qui le fait déjà, qui fait déjà du chiffre d'affaires. Qui a déjà des clients. Qui connaît déjà, qui a déjà ses recettes, qui a déjà ses fournisseurs. Que de partir de zéro. Donc bien souvent, tu vas plus vite. Par contre, ça a un prix, forcément. Donc après, il faut savoir structurer ça du mieux possible. Est-ce qu'aujourd'hui, les boîtes, quand tu vas les contacter, ça pèse dans la balance un petit peu de t'avoir toi dans le deal, etc. Bien sûr, mais il n'y a pas que moi. C'est-à-dire que toute l'infrastructure Green Bull pèse. Ok. Bon, moi, forcément, je suis un petit peu la phase émergée de l'iceberg où il y a la chaîne, etc. Donc forcément, une marque se dit oui, d'avoir un gros youtubeur, etc. Ça aide, c'est évident. Après, il y a toute la structuration. Il y a mon associé Benoît qui est 100% focus sur le M&A et les ventures, qui va faire toute la structuration, qui va faire les milliers de calls qu'il y a à faire avec les avocats, etc. pour créer les holdings, faire rentrer les gens. Ça a un vrai prix, tu vois, toute cette technicité. Et donc, les gens viennent chercher tout l'écosystème. Et vous êtes prêt aujourd'hui à aller sur n'importe quelle activité avec lesquelles tu me disais vous avez des synergies, etc. Faut qu'on ait des synergies et qu'on ait un minimum de savoir-faire. Tu vois, la food, elle n'est pas non plus venue complètement au hasard. Je te parlais de Benoît juste à l'instant. C'est un mec qui a un resto, tu vois. Et il a toujours son resto. Okay. Il l'avait d'avant, il l'a gardé. Ok, il a des bases, il a des bases, etc. Les turnovers. C'est pour ça qu'on a fait rentrer Père et Fiche, qui a un resto. Ah oui, je connais. Je savais pas qu'ils étaient. Qui est à Paris. Ok. Et donc voilà, ça s'est fait dans cette même venture, cette même mouvance de dire. On en profite, on leur fait un peu de pub, c'est très bon ce qu'ils font. C'est très bon. Je vais manger lundi. J'arrive, Père et Fiche. Je m'étais perdu au détour d'un rendez-vous et j'étais allé manger là-bas. Et franchement, ouais, c'est du burger de poisson. C'est ça, c'est sain, haut de gamme, c'est très stylé. Ouais. Sympathique, j'aime beaucoup le marketing aussi, comment ils le font. Ouais, carrément, ils sont très forts. Donc, ils sont rentrés sur le deal Yam avec vous ou vous êtes Non, ça n'a rien à voir. Ah, ok, Green Bull est rentré sur Père et Fiche. Sur Père et Fiche. Ouais. Ok, d'accord. Aujourd'hui, Green Bull, donc, c'est combien de marques? C'est plus de 10 marques. Ok. J'ai perdu le compte et je le dis plus parce qu'à chaque fois qu'on fait une interview, ça évolue. greenbullgroup.com, c'est le plus simple pour comprendre ce qu'on fait. Il y a toutes nos marques, nos sociétés, nos divisions. Allez hop, ça s'affiche comme ça à l'écran. C'était pas pour faire de la pub, mais c'est pour qu'on gagne du temps. Bien sûr. Il y a des fois où tu te dis, ok, ça devient quand même compliqué de gérer un groupe aussi grand, commence à peser. Au final, tu sais à peu près il y a combien de personnes qui travaillent dans toutes les marques, on est 60 aujourd'hui. Juste dans le Green Bull Group ou dans toutes les boîtes? En nombre de salariés, je parle. Pas freelance, etc. En personnes salariées, on est un peu plus de 60. Au pic, on est monté à 100. C'était un bordel complet. Compliqué, hein. Ouais.
C'est à quel moment que ça devient difficile? Donc, 20, 40, 50, 100, c'est... Franchement, l'entrepreneuriat, c'est dur tout le long. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est régler des problèmes. Il y a beaucoup de ça, de régler des problèmes. C'est que ça. C'est grossir. C'est grossir de la bonne façon, pas trop vite, pas trop lentement. Mais forcément, si on prend le cas des collaborateurs, bah, il faut former les gens, les faire rentrer, qu'ils comprennent ce qu'on fait. Quand tu recrutes beaucoup de monde, forcément, il y a des gens qui ne conviennent pas, donc il faut qu'ils partent. C'est compliqué. Donc, tu as un trou d'activité, etc., etc. Et surtout, quand tu es multi-activité, bah, tu n'es pas focus sur un seul truc. Et tu te retrouves pas aussi à un certain moment à ne plus faire vraiment ce que tu aimais au début, ce qui a fait que tu t'es lancé, pour devoir justement compléter autre chose où il y a un incendie, etc. Moi, j'aime bien, je préfère ce qu'on fait aujourd'hui. Tu préfères ce que tu fais aujourd'hui? Mais ça nous oblige par contre à être organisé. Et c'est pour ça que si tu me poses des questions, par exemple, sur, je sais pas, sur les RH, que je prends tout le temps en exemple parce que je l'exerce. Je le déteste. On est deux, t'inquiète. Bah, c'est pas moi qui gère du tout. Donc on s'est tous spécialisés sur des chacun tâches, a ses tâches, des spectres. son truc, etc. Ok. C'est quoi ta tâche? Moi, ma tâche, bah, c'est toute la partie influence / marketing et un petit peu tout ce qui est accélération. Je suis un peu, tu sais, le joueur du banc de touche qui rentre pour accélérer un truc. Okay. Donc notamment quand on a fait rentrer Yam Nutrition, tu vois, j'ai focusé 2-3 mois à fond dessus pour restructurer le truc. Hop, après je m'en vais, je vais ailleurs. Ok, ouais, j'ai un petit peu ce rôle-là, un petit peu consulting marketing, plus tout ce que tu connais sur YouTube, etc. Et ça va, vous arrivez, déjà toi personnellement, tu arrives à te retrouver entre Green Bull Group, probablement que tu as d'autres choses à gérer sur le côté, plus ta chaîne YouTube, etc. Ah, c'est un joyeux bordel. Hein. J'imagine. Ouais. Combien d'heures elle fait ta journée à toi? Pas assez? Je sais pas, je crois que la journée d'un entrepreneur, elle s'arrête jamais. Elle fait jamais assez de temps. Jamais assez. Et elle s'arrête jamais, c'est-à-dire que même si forcément tu es humain et tu rentres chez toi à 18h30 ou 19h ou peu importe, et tu te poses, tu te dis je vais sur Netflix mater un film. Un petit mail, un truc. Bah t'as une idée, t'as machin, t'as un mail, t'as un truc, t'as un client, t'as un problème, et ça s'arrête pas vraiment quoi. Y a une époque où vraiment je bossais comme un idiot, où je me cramais, soir, week-end, pas de vacances, etc. Ça j'ai arrêté maintenant parce que je commence à me faire vieux. Au bout de combien de temps tu t'es dit ça y est, là j'ai assez bossé, je peux quand même me prendre des week-ends, etc. Je sais pas, franchement, quand j'ai vraiment commencé l'entrepreneuriat, notamment l'immobilier, pendant 4-5 ans, j'ai vraiment charbonné comme un porc. Moi, je faisais mes travaux et tout. Hein. Tu vois, donc le placo, le machin. J'avais encore mon travail. Mais au moins, pour apprendre, c'est le mieux aussi. Là, tu sais, c'est-à-dire que même quand tu as dû faire Green Bull Contracting, tu devais quand même savoir des choses. Voilà, et c'est pas un mec qui dit non, tu mets ça. Non, tu peux lui dire non, tu mets ça comme ça. Ouais, bah forcément. Et c'est formateur parce que tu sais de quoi tu causes. Par contre, en plus, j'étais encore pompier à l'époque, donc c'était vraiment sur mes vacances, mes week-ends, le soir. Je me suis vraiment tué. Mais t'es un peu obligé d'y passer par là, tu vois. Enfin, je pense tous les entrepreneurs. À un moment, oui, tu bosses et tu dois bosser, tu t'enfermes, tu fais l'autiste et tu carbures. C'est ça. Green Bull Investment, tu nous en parles un petit peu? Bah, c'est notre partie, notre branche investissement. Ok. En effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer de l'argent à compte propre, donc argent personnel ou argent de la boîte. On a également des portefeuilles qu'on va gérer pour les clients. On va avoir toute la partie structuration de deal. Alors, quand tu dis tu gères les portefeuilles des clients, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon là, c'est vraiment... en fait, on avait toujours eu, depuis que je parle de finance et d'investissement, et notamment de bourse, des gens qui disent « Ok, j'ai pas le temps ou j'ai pas l'envie de faire un portefeuille et j'ai envie de copier un truc. » Donc, on a tout simplement lancé le truc de copy trading de base. On l'a fait avec eToro parce que c'est le plus simple. eToro, c'était très compliqué il y a quelques années. Ils ont une très mauvaise réputation parce que les gens sont restés sur ce qu'ils faisaient à l'époque, avec des frais. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? C'était basé que sur des CFD. Les frais étaient complètement dingues. Il y avait énormément de swaps. Sauf qu'ils ont opéré un pivot. Peut-être que les gens ne le savent pas. C'est pas du tout pour leur faire de la pub. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, ils font des actions sans frais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends pas de levier sur le stock, il n'y a aucun frais. Bien sûr, ils se rattrapent sur les produits à levier, ils se rattrapent sur les traders fous, etc. Mais quand tu sais faire les choses correctement, et notamment un portefeuille d'actions, tu payes 0 frais. Et en fait, c'est devenu le broker le moins cher, à condition de faire ça. Ok, mais effectivement, ce que je veux dire, l'image qu'ils ont eue derrière, ça colle aussi à la peau. Ça peut oui, clairement. Probablement, les gens les détestent. Les détestent carrément. Je sais pas, j'avais l'impression que... Faudrait que je me renseigne. Ils sont pas très bien vus. Je sais pas, effectivement. Notamment sur les cryptos, etc. Effectivement, une fois qu'on est en crypto, et à partir du moment où on a step up en crypto, où on n'est plus juste sur un exchange centralisé, dès lors, eToro, c'est le... En fait, c'est l'outil, tu vois. Oui, c'est bien pour commencer, etc. Mais pour les cryptos, c'est clairement pas bien.
Pour faire du levier, je pense que c'est pas fou. Mais voilà. Ils proposent encore du levier. Ah ouais, ils font des leviers. Tu peux t'envoyer en l'air. Ah, parce que je pensais que c'était interdit. Tu vois, en France, tous les exchanges crypto, Binance, etc., ils ont viré les leviers. Tout le monde, tous les traders, ils sont comme ça. Là. Aux dernières nouvelles, moi, je n'utilise pas du tout les fonctions levier, mais oui, aux dernières nouvelles, elles étaient toujours Bien là. entendu, ne faites pas de levier, sauf si vous êtes un trader professionnel. S'il vous plaît, arrêtez de perdre tout votre argent. Donc, bref. Ouais, c'est clair, faites-le intelligemment, quoi. Ouais, je suis pas... Bon, si tu veux, on parlera du levier après. Juste, je finis l'histoire. Vas-y, ouais, excuse-moi. Et donc, on a créé cette fonction de copy trading, Okay. enfin, ce portefeuille de copy trading, juste pour que les gens... On a créé ce qu'on appelle le livret vert. C'est-à-dire que c'est un portefeuille long terme, un petit peu pimpé, où moi je vais faire des arbitrages en fonction des secteurs qui tirent. Il y a un petit peu de crypto dedans, donc je fais une allocation où les gens peuvent investir comme un ETF, ils ne se posent pas de questions. Voilà. Très bien, magnifique. Et aujourd'hui, on oscille entre le top 5 et le top 1 de eToro en termes d'asset under. Donc le livret green. Le livret vert. Ouais. Le livret vert. Voilà. Tu t'as mis quoi dedans? Alors en ce moment, parce que ça évolue avec le temps, en ce moment, il y a les cryptos majeurs. Il y a du Bitcoin. Il y a Solana qui fait pas mal de performances. Il y a de l'Ethereum. Il y a quelques petites cryptos par-ci par-là. Et j'avais poussé pas mal sur la tech, mais je suis en train d'alléger. Et puis après, il y a de la valeur core, solide. Il y a de la bancaire, il y a de l'assurance, il y a des majeurs. Tu as fait un petit panier sympathique. Ouais, exactement. Le but, c'est pas de faire un truc de fou, des performances de malade. C'est un truc. On cherche à surperformer les indices, les gros indices, et notamment, moi c'est le S&P, mon benchmark. Bien sûr. Donc on le bat. On le bat pas de beaucoup, mais on le bat, donc ça me va très bien. Vous en êtes à combien là pour l'instant? Pour l'année? La dernière fois, j'ai regardé, on était à 12,5. Non, je suis quand même à 22,5 sur l'année. Ok, voilà. D'accord, très bien. Et globalement, tous les ans, on a fait entre 20 et 25%, sauf l'année du Corona, où on a fait moins 10. Ah, donc ça fait un bout de temps, ça fait déjà 4 ans qu'il est sorti l'indice. Ok, magnifique. Ok, très clair. C'est quel secteur c'est quel public que vous visez donc avec toute cette partie investissement? Alors, si tu veux, il y a un peu une différence entre la chaîne YouTube, où j'ai l'impression que la chaîne YouTube, moi, tu as vu, je me place pas trop, je sais pas à quel niveau de connaissance t'es de la chaîne, mais je me place pas trop en vulgarisateur tuto de A à Z pour le débutant, de lui expliquer les termes, de lui expliquer les trucs. T'es le step up, après tout ça. Parce qu'en fait, je fais un petit peu la chaîne comme je voudrais la voir moi, et donc je suis plus dans l'analyse fine, et je pars du principe que les bases sont acquises, tu vois, quand je parle de halving, j'explique pas ce que c'est que le halving, etc. Et voilà, et je cherche à aller plus profondément dans la compréhension. Je suis complètement allergique à l'analyse technique, pour des raisons très simples, parce que c'est lagging, et parce que je te fais dire ce que je veux à un graphique en tirant des traits dessus. On les a tous vus, les graphiques Bitcoin dans 3 jours voilà, à 400 000 $. À la hausse, à la baisse. Et en plus, les vrais mecs que je regarde, qui font de l'analyse technique tout le temps, que je peux regarder, enfin en tout cas tomber dessus parce que je ne les regarde pas, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est-à-dire que si ça va là, on ira là, puis si ça va là, on ira là. Et après, il te dit, vu qu'on est allé là, maintenant on peut aller là ou là. Oui, arrêtez les gars. C'est du tiroir et c'est du 50-50. Donc voilà, moi j'y suis allergique parce que je pense et je sais, pour être en contact avec des professionnels depuis toujours, être mentoré par des mecs qui gèrent des centaines de millions professionnellement, et d'être dans ce milieu parce qu'il me plaît, que personne n'utilise l'analyse technique professionnellement. Tu vas pas avoir un trader chez Goldman qui te dit je prends mes décisions à l'analyse technique. Ça va monter. Donc l'analyse technique peut fonctionner pour, en tout cas, ce que je pense, pour affiner ses entrées. C'est-à-dire, en effet, il y a des niveaux où les cours vont se poser. Il y a des supports, il y a des résistances. Donc, ça permet de travailler ses entrées. Ça permet ce qu'on appelle, en langage professionnel, le gatekeeping. C'est-à-dire, j'ai déjà décidé d'investir. Mais que dans cette zone-là, etc. Exactement. Et après, mon gatekeeping, l'analyse technique, me dit, OK, le feu, il est vert, il est orange ou il est rouge. En gros, c'est ça. Mais ma décision, elle est fondamentale. Donc, c'est pour ça que je ne parle que d'analyse fondamentale sur ma chaîne. Voilà. Et je m'intéresse à l'analyse fondamentale. C'est tout à ton honneur, effectivement. Je suis aussi un peu dans cet état-là où l'analyse technique, on en demande énormément. Moi, donc j'ai un média, Crypto Daily, et on nous demande énormément, mais faites un peu plus de trading, de ci, de ça. Et je dis, ouais, mais je vais te faire dire ce que tu veux à une charte, ça va monter. Exactement. Et ça déplaît, on le voit, mais malheureusement... Et en fait, ce qui s'est passé avec l'analyse technique, c'est que ça fait pas si longtemps que ça, que c'est sur le devant de la scène, mais c'est tellement simple à comprendre pour le newbie, où je te dis, voilà, t'as une charte, et puis je te fais ça et ça, et regarde. Et hop. Et donc, en fait, tu te dis, ça y est, je suis le numéro 1 du trading, tu vois. Les meilleurs, c'est si tu avais suivi mon conseil, là, regarde où ça allait, etc. Allez, hop. Et donc, je te trace un truc visuellement compliqué, mais très simple à comprendre. Et donc, le débutant se dit, voilà,
volume, RSI, MACD, c'est fini, quoi. Je suis le roi du pétrole, tu vois. Ishimoku. Ishimoku, ouais. et je suis le roi du pétrole. Donc, c'est appealing, tu vois, ça fait envie, l'analyse technique. Ça m'envie bien. Bien sûr, je pense qu'on a beaucoup de gens aussi commencent par là et ensuite découvrent autre chose. Et moi, le premier, j'ai lu les bouquins, etc. à l'époque, quand j'étais débutant, de se dire, OK. Mais malheureusement, c'est pas que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne, c'est pas un débat comme ça. C'est que c'est lagging. Okay. Parce que pour tracer des trucs, il faut bien regarder les prix passés. Donc, c'est lagging. Ce qui est leading, donc en avance, c'est la macro. J'allais dire la fonda, mais oui. La fonda, la macro, oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que si demain, les États-Unis, ils disent j'attaque la Chine, t'as beau faire les traits que tu veux, tu vois. Ça juste ta voilà. Bien sûr. Donc, pour en revenir à au copy trading que vous proposez, vous sur eToro, là-dessus, t'es allé que sur de la fonda, etc. Okay. Ouais, et puis là, c'est vraiment du portefeuille tranquille, il n'y a pas de trading, c'est du long terme. Donc, voilà. Ok. Donc, sur Green Bull Investment, c'est la seule chose que vous proposez donc non, en fait, si tu veux, la partie investment, on propose plein de choses. On a une branche qui s'appelle My Club Deal, où on structure du private equity. Ah, c'est cool. Okay. Sauf qu'on le fait d'une façon un petit peu différente peut-être des plateformes qui le font. C'est-à-dire que les deals qu'on propose sont uniquement des deals où on investit nous. Okay. Donc, c'est-à-dire que nous, on fait la sélection. On décide d'investir, on le propose sur myclubdeal.com. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? On fait une présentation, blablabla. Ok. Ça marche bien? Ça marche bien. Ok, ça fait combien de temps que ça a été lancé? 3 ans, un truc comme ça. C'est quoi la première boîte qui te vient en tête qui est passée? Il y a 2 jours, on vient de faire une levée de fonds avec succès sur Bonaparte. C'est marrant parce que cette levée de fonds s'est faite et côté My Club Deal et côté Venture, c'est-à-dire que c'est une boîte sur laquelle on a pris des participations et donc on a fait, on n'a pas intégré à Green Bull parce qu'on a une participation importante mais minoritaire. Et en même temps, ils cherchent des fonds, ils cherchent à structurer la boîte. Et donc, on a fait le deal sur My Club Deal. On a levé, c'était une petite levée, on a levé 1,05 million. Donc, c'est une petite levée pour nous. Alors, pour info, on enregistre, on est en fin d'année 2023. Oui. Les levées, ça se passe bien? Comment ça se passe, toi, dans le secteur qu'aujourd'hui que vous suivez, l'IMO, etc. Parce que nous, tu vois, en crypto, on le voit, c'est un peu compliqué. Là, les levées de fonds, l'argent est cher, les gens galèrent un petit peu. Comment ça se passe? Ça a ralenti, clairement. Ça a ralenti. Nous, on a la chance d'avoir une communauté très proche et très forte. Donc, si tu veux, le comportement des gens qui investissent avec nous, c'est qu'ils font une alloc sur nos levées. C'est-à-dire que la plupart des gens, la plupart des gens qui investissent, ils font pas des all-in et en fait, ils se disent ok, je vais me diversifier, quoi. Bien sûr. Donc, globalement, ils vont investir sur 1, 2, 3, 4, 5 ou tout ce qu'on propose à l'année ou suivant les mois. Et donc, on a la chance d'avoir cette base qui fait qu'on lève facilement. Et il y a quand même toujours un engouement pour le private equity. Ça, couplé au fait que moi, je parle pas trop aux débutants. Donc, qui dit pas trop parler aux débutants, dit qu'aussi les gens ont plus d'argent, clairement. Donc, on n'a pas trop de mal. Par contre, en effet, ça a ralenti. Les taux sont plus hauts, l'argent est cher. Donc, il n'y a pas non plus de miracle. Mais on n'a jamais... vous arrivez quand même à... Oui, on clôture toujours nos levées en... On parlait de diversification juste avant et on n'en a pas assez parlé. Toi, quelle place a vraiment la diversification dans ton investissement? Alors, la diversification, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tout le monde te dit ça permet de se protéger. Bien sûr. Ça permet de lisser la volatilité, etc. Ce qui est tout à fait vrai. Mais d'un autre côté, parfois, il faut savoir concentrer pour faire de l'argent. Bien sûr. Donc, moi, comment je réfléchis ça? Au départ, quand j'étais très débutant, je faisais que de la concentration. En me disant, il faut forcément que je fasse un gros coup pour faire de l'argent. Au moins un. Au moins un. Sauf que ça marche pas. Statistiquement, ça peut marcher, mais tu as plus de chances que ça marche pas. Donc, ça marchait pas. Donc, j'ai été peut-être un petit peu plus spécialisé. C'est-à-dire, je me dis, OK, je vais continuer à concentrer, mais au lieu de tout regarder, je vais me spécialiser sur un truc. Moi, ça a été l'immobilier. Donc, j'y vais à fond, je me professionnalise, je deviens bon, je deviens un tueur, je m'associe, je lève de l'argent, etc. Et après, je reconstitue un capital plus important. Et c'est encore le moment de se poser la question. Donc, ce que je fais, c'est des allocations. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire se dire, OK, avec quelle partie de mon patrimoine, et ça marche pour n'importe quel patrimoine, du tout petit au grand, avec quelle partie de mon patrimoine je ne suis pas du tout à l'aise. C'est-à-dire, c'est vraiment ma poche de sécurité s'il se passe un truc, etc. Donc, celui-là, il est bloqué vraiment sur des trucs sans risque. Quelle partie de mon patrimoine je suis prêt à mettre risquer, sur un truc un petit peu plus dynamique, genre la bourse ou l'immobilier, tu vois, qui va souvent être la plus grosse partie pour les gens. Et souvent, ils s'arrêtent là. Moi, j'ai une poche qui est du risque. Parce que je sais que cette poche-là,
elle fait des multiples. Potentiellement, ton Voilà. 5% que tu mets dans sa poche, Exactement. ça va devenir un 20 ou 30%. Et suivant l'aversion au risque des gens et leur situation, bah, cette poche est plus ou moins importante. Ok. Moi, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas trop de... Voilà, ma boîte, elle marche, j'ai un peu de patrimoine, donc cette poche est relativement importante. Donc ça me permet, quand ça fonctionne, de faire des gros multiples. Après, j'alloue cette poche, hein, je suis pas all-in avec toute la poche. Donc je pense qu'il faut l'avoir, cette poche. Parce que malheureusement, des fois, tu as besoin de la marche. Si tu devais la dénombrer un peu, cette poche, en pourcentage, ça représenterait quoi? Bah, ça dépend. C'est-à-dire que c'est évolutif. Le risque, il est évolutif. Non, pour toi, aujourd'hui, là. Là, aujourd'hui, maintenant... Là, vraiment, dans ton cas, toi, pas dans le cas de Michel. Oui, mais c'est évolutif. Ok. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Okay. Là, maintenant, début de bull run, énervé, crypto, etc. Pourtant, on a un début de bull run. D'ailleurs, ça sera un débat, j'imagine. Mais oui. Plus tout ce qui se passe, cette poche, c'est peut-être 20%. Ok. Donc, c'est quand même... tu as une petite part de risque aujourd'hui dans ton portefeuille. Ouais. Ok. Je te propose qu'on parle de bull run juste après. Ok. Mais parce que ça y est, tu m'as lancé dessus. Là, on va discuter. Vous avez aussi une section éducation chez Green Bull. Alors, j'imagine que c'est de la formation, etc. C'est toute la partie formation. Ok. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça marche? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, Green Bull Campus, encore Green Bull dans le nom. Green Bull, bien sûr. Où est-ce qu'on en est? On a, je crois qu'on a 8500 ou 9000 clients. Okay. Je sais plus, c'est des chiffres qui évoluent tout le temps. C'est un chiffre, un chiffre sympathique important. Quand même. On fait de la formation immobilière, c'est la plus grosse partie. On fait également de la formation entrepreneuriat. Alors, quand tu dis immobilière, du début pour débutants... Ouais, pour le coup, ouais. Okay. Du début pour débutants. Après, on a un gros programme qui regroupe tout, qui te prend de débutant jusqu'à je me professionnalise. Et par je me professionnalise, j'entends, je suis capable de faire ça à temps plein si j'ai envie, mais je ne suis pas obligé. Ok. Ça s'appelle l'Académie des investisseurs rentables. C'est un truc qui est très complet. Avec un accompagnement. Et la promesse, c'est suivez la formation et au moins... La promesse, c'est on te prend à ton niveau, même si c'est j'y connais rien, et on t'emmène jusqu'à la possibilité, si tu te mets les moyens, d'être full-time, si tu te donnes les moyens, avec un accompagnement. C'est-à-dire que tu as la partie formation, mais nous, on réfléchit en programme, pas en formation. Donc la formation, c'est une partie du programme qui est très fournie. On a dépassé les 100 heures parce qu'il y a du coaching, etc. Et à côté de l'accompagnement. Donc, tu as accès à des coachs qui te répondent, tu peux poser tes questions, tu peux envoyer des devis, tu peux envoyer des photos, etc. Ok, c'est cool. Donc, tu as tout un suivi coaching dans la durée. C'est sympa, ok. Voilà. Et on fait du marchand de biens. Donc, pareil, on a la même chose, l'équivalent, encore plus complet avec marchand de biens. Okay. Donc, pareil, alors là, c'est des gens qui veulent se professionnaliser, parce que marchand de biens, c'est un métier. Tu nous rappelles rapidement ce qu'est un marchand de biens? Un marchand de biens, c'est très officiellement et légalement un professionnel de l'immobilier, au même titre qu'un promoteur, aux yeux de la loi. Et donc, il a les mêmes obligations de délivrance, de résultats, de garantie, que ce soit légal, fiscal, etc. Donc, c'est un truc qui est beaucoup plus casse-gueule. Okay. Et un marchand de biens, qu'est-ce qu'il fait? C'est un commerçant. Il achète des biens, il les revend. Il les revend, il les retape, il les revend? Il peut les retaper, parfois il ne les retape pas. Okay. Parfois, il les découpe, il les divise. Ouais. Parfois, il construit. Parfois, il retape. Parfois, il package un deal. C'est-à-dire qu'il prépare les devis, les professionnels, l'architecte, etc. Mais il ne fait rien et il vend ce package. Il vend le package déjà tout fait, clairement. Okay. Parfois, il fait des biens pour des investisseurs. Donc, sa cible, c'est un investisseur. Donc, il ne va pas packager ça pareil que pour un particulier, une résidence principale. Okay. Voilà, c'est ça le métier du marchand de biens. Très clair. Donc, une formation IMO, une formation marchand de biens. Entrepreneuriat, tu nous disais? Entrepreneuriat. Comment marche une formation entrepreneuriat? Tu as des professionnels à l'intérieur qui te dispensent des modules en fonction de un peu tout ce qu'il y a à savoir dans l'entrepreneuriat. Les pièges, les... Ouais, mais au-delà de ça, vraiment, la compta, le marketing en ligne. La compta, tout ce qui est de pire. Ouais, les pièges, comment définir ton offre, comment apprendre à vendre, etc. etc. Ok, donc c'est vos trois un peu... c'est un peu les trois piliers. Okay. Et... autour de ces piliers, il y a un catalogue, après, si tu veux aller plus ou moins loin, etc. etc. Ok, mais c'est quand même sympathique de savoir qu'il y a toujours des gens qui répondent à un accompagnement. Dans toutes les formules, il y a un accompagnement? Dans quasiment toutes les formules, ouais. Okay. Toutes les formules immobilières, pour les programmes phares. Après, tu as des petites formations où il n'y a pas d'accompagnement. Sur l'entrepreneuriat, ça va aussi dépendre. Ok. C'est quoi le site? Green Bull Campus. Tu as tout directement dessus? Tu as tout dessus. Ok. Aria Crypto. Vous avez beaucoup de choses. Ouais, c'est pour ça. Là, j'ai une liste de choses. En plus, t'as pas tout. Il va falloir que je fasse un choix, là. Ouais, faut que tu fasses des choix. On va faire des choix. Mais Aria Crypto, ça t'intéresse. Aria Crypto, c'est une tour de contrôle. Ok. Très simple. C'est-à-dire que tu plugues tes exchanges. Donc, on rajoute de plus en plus d'exchanges. Binance, le but, Coinbase, exactement. Bitstack, Coinbase. Aujourd'hui, les plus gros, Binance, Coinbase, etc. Et le but, c'est qu'on vise une quarantaine d'exchanges. Donc, globalement, tout ce qu'il y a avec une taille significative.
Tu plugs tout ça, donc les API, et ça contrôle tout. T'as un dashboard déjà où un dashboard, tout, ça c'est cool. C'est trop bien. Je veux dire que c'est une galère. Donc ça affiche ton allocation et tu peux faire du rebalancing. C'est-à-dire que tu as 12% de BTC, 42% de machin, tac, 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 ça t'affiche ton camembert. Tu le fais au brouillon, tu dis je veux changer ça, ça te le dessine, tu fais oui, et ça rebalance. Et ça fait lui-même les actions de vente, achat, etc. Tu peux le faire de façon automatique, c'est-à-dire que quand ça change, c'est-à-dire le BTC il est monté plus que le sol, était passé à 22 et 12 alors que tu étais à 20 et 15, tous les mois ça te le remet à 20 et 15. Donc ça c'est la smart alloc, on appelle ça. Et après il y a une partie trading. Donc là, enfin, trading, gestion des entrées, des sorties. Donc là, on a rajouté plus d'ordres qu'il y a sur les exchanges. Par exemple, sur Binance, je crois que tu peux mettre 15 stops, sauf si ça a évolué. Chez nous, tu peux mettre 3 stops. Tu peux les découper en pourcentage. Pareil pour les take profits. Sur Binance aussi. Ok. Et donc, on a fait ça sur tous les exchanges. Donc, pareil. L'avantage, pareil, pareil. Ça marche avec les ledgers aussi ou juste il faut Non, ça marche avec les exchanges. Ça marche avec les exchanges. Ok, effectivement. Mais au moins, en gros, c'est ton centre de contrôle. T'as ton centre de En fait, t'arrêtes de te faire chier. C'est juste que nous, on en a marre de se connecter partout. C'est vrai que voilà. Le problème, c'est que t'as un compte à gauche, un compte à droite. Si ça, hop, j'ai oublié un bitcoin là-bas. Enfin, exactement. C'est une horreur. Ok. Et comment ça marche? Donc, c'est un outil gratuit, c'est payant? Comment ça? C'est un outil payant, avec une version gratuite. Comme c'est vraiment le modèle SaaS. Donc, les gens peuvent se connecter. C'est sur aria.com. Combien ça coûte? Aria.com, vous avez réussi à choper le site? A-R-I-Y-A. On nous a proposé de le racheter d'ailleurs. À une somme complètement débile, mais non. Ok. Bah oui, parce que c'est un bon nom de domaine. C'est un bon nom de domaine. ARYK, ouais. Ça coûte, je sais même plus combien ça coûte. On a fait le pricing il y a 1000 ans, ça coûte que dalle. Ça coûte quelques euros par mois. On est sous les 20 balles par mois. Oui, on est sous les 20 balles par mois. Ok, d'accord. Et donc, c'est vraiment le produit ou il y a d'autres choses à côté? En crypto, c'est le produit. Ouais. Ok. Ouais. D'accord, donc c'est... Crypto, si tu veux, on investit nous. On fait également dans nos différents groupes clients, on a des groupes où on va, avec des gens qui nous suivent un peu de plus près, un petit peu format online mastermind. On parle beaucoup de crypto, on parle de nos portefeuilles, etc. Mais en produit crypto, c'est la seule chose qu'on propose. Alors, est-ce que pour proposer un produit comme Aria Crypto, il y a une réglementation à suivre, peut-être l'AFM ou quelque chose? Nous, on est à Dubaï, donc il n'y a pas trop de réglementation. C'est un produit qui est vendu par une boîte dubaïote. Après, on suit bien sûr toutes les bonnes pratiques des exchanges parce que tout est son clé API privée, machin, etc. Bien sûr, j'imagine de toute façon le bot ne peut pas envoyer ou recevoir. Non, en fait, c'est toi, tu sais comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tu vas sur ton exchange, tu génères une clé API, tu lui dis. Tu te dis, elle a le droit de faire ça, elle a le droit de faire ça, elle n'a pas le droit de faire ça. Voilà, exactement. Donc tu ne peux pas retirer, etc. Et on ne peut pas gérer à ta place. Voilà, c'est toi qui cliques sur le bouton. Quoi. Ok. Tu nous parlais de bull run avant. Ouais. Est-ce qu'on est en bull run, Yann? Moi, je pense, oui. Ok, pourquoi? Bah écoute, j'en ai fait une vidéo d'1h30 sur ma chaîne. Oui, tu vas nous la résumer. 1h30, t'as réussi à en parler pendant 1h30? Ouais, une heure, je crois, ouais. Alors, c'était quoi les... Alors, en toute honnêteté, je l'ai pas regardé. Tu n'as pas fait tes devoirs? Je n'ai pas... Alors, si, j'ai regardé beaucoup de contenu, mais pour moi, on allait surtout parler immobilier, etc. Donc, après, je te relance sur l'immobilier tokenisé, etc. Mais non, j'ai pas vu la vidéo bull run. Alors, en fait, ce que je pense... déjà, il y a la définition du bull run, c'est pas la même pour tout le monde. Moi, je suis un peu un investisseur et un trader à l'ancienne et pas crypto. Pour moi, un bull run, c'est un marché haussier. Tu vois. C'est pas un marché parabolique des 3 dernières semaines quand ça YOLO 125% par jour. Tu vois. Bien sûr. Donc, pour moi, le marché est clairement haussier. La latéralisation, je te refais le run. Hop, premier top, deuxième top, bear market, tout est pas bien, FTX, etc. Petit à petit, on remonte. Ensuite, latéralisation quand même. Et ensuite, je sais pas si tu as vu, plus de volume, plus trop de volat, il se passe pas grand-chose. On se fait chier. Et surtout, les mauvaises nouvelles n'ont plus d'impact. C'est-à-dire qu'à un moment... Et les bonnes aussi. Et les bonnes. Plus rien n'a d'impact. Tout le monde s'en fout, plus personne n'en parle. Là, on est au mois de mai dernier, tout le monde se faisait chier. Et donc là, c'est l'hiver nucléaire, il se passe rien. Entre parenthèses, c'est là qu'il faut des CA et commencer à faire ses allocs. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout ce qu'on a connu sur les marchés financiers, la hausse des taux, le resserrement des conditions, l'inflation, la guerre, etc. Et depuis, je sais pas, 6 semaines, 8 semaines maintenant, on a pris plus de 100%, 120, 130%, 140%. Alors, ça dépend sur quel actif. Sur le Bitcoin. Parlons du Bitcoin. On n'est pas à 140%. On était à 20 000 il n'y a pas longtemps, on est à 42, 43. On était à 20 000 il y a quand même avant l'été maintenant. Avant l'été? Ah ouais, j'ai l'impression que ça allait plus vite que ça. Ah ouais, non, on a latéralisé à 30 000 à un moment. On est resté un bout de temps à 30 000. Voilà. Là, on repasse les 40, 42. Donc bref. Peut-être les 50 quand elle sort l'interview. Ouais, c'est possible. Ou peut-être les 18.
Donc après, voilà, c'est déjà la première question, c'est la définition du bull run. Pour moi, un bull run, c'est un marché haussier, c'est pas la fin parabolique. Okay. Je pense qu'on a vu les plus bas, je pense qu'on a vu le plus dur. On a vécu le plus dur, ça, je suis totalement d'accord avec toi. À mon avis. Après, il y a l'alignement un petit peu des planètes, c'est-à-dire que durcissement des conditions financières, les gens cherchent des assets pour générer de la performance. On a vu que les risques premium sur les actions, etc., ça avait été compliqué, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais ça avait été compliqué. Il y a eu un peu un transfert vers les cryptos qui performait mieux. Bien sûr. Il y avait le côté inflation, donc les gens vont chercher plus de risques, etc. Et là, on arrive à un espèce de tipping point où on sait que la hausse des taux est finie, sauf changement dans les datas, mais en l'absence de changement, on continue la traîne de baisse d'inflation, etc. Il n'y a plus de hausse des taux. Donc, retour des liquidités dans le marché. Il y aura potentiellement des baisses de taux plus tôt qu'on le pense. En tout cas, c'est ce que price les futurs, notamment le marché des bonds, etc. Donc, a priori, ça prêche aussi retour des liquidités. C'est ce qu'on voit également sur le reverse repo, c'est-à-dire ce que les banques et les institutions financières prêtent à la Fed, placent comme argent à la Fed. Ça se vide. C'est-à-dire qu'en gros, les banques, t'es une banque immense, une institution financière, t'as trop de cash. Parce qu'il y a eu énormément de... Voilà. Qu'est-ce que tu fais de ce... beaucoup. Ouais, non, mais surtout, tu as trop de cash. Pourquoi? Parce que jusqu'à il y a quelques mois, tu as peur des marchés financiers, je te rappelle. Les marchés financiers sont dans le trou, etc. Donc, tu en fais quoi de ce cash? Tu le places. Et tu le places où? Tu peux le placer chez la Fed. Et la Fed, elle te donne un petit taux d'intérêt tout petit, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis en plus, c'est en sécurité. Et ça, c'était au top du top. Et là, depuis quelques mois, semaines, et de plus en plus, c'est en train. Les banques récupèrent leur argent. Pourquoi? Ils ont besoin de cash pour investir, pour leur envoyer à un endroit qui va donner un peu plus d'intérêt. Exactement. Et c'est ce qu'on a vu notamment sur les marchés financiers, c'est-à-dire que la récupération de cet argent correspond génialement à la remontée au marché bull où on est actuellement. On est proche des plus hauts historiques, dépassé sur plein d'actifs. Okay. Donc, est-ce que pour toi, le bull run donc, va arriver crypto, va arriver marché boursier, marché IMO, etc. Est-ce que ça suit tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, en fait, vient du marché classique. Okay. Maintenant, quand on s'intéresse, et c'est ce que j'avais fait dans cette vidéo, quand on s'intéresse... On va la mettre quand même là. Voilà. Le mec, il force. Quand on s'intéresse un petit peu, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les données on-chain. Tu sais, les transactions de ce qui se passe, etc. Glassnode, etc. Ouais, exactement. Et on voit que les short-term holders sont en gain, mais ne vendent pas. Les long-term holders sont en train d'accumuler comme des porcs et ne vendent pas. À un moment, tu te dis, il va y avoir un choc et ça va... Voilà. Ça, plus les ETF, où tout le monde est en train, finalement, d'anticiper l'arrivée des ETF. Plus le halving. Ouais. Moi, ce que je pense, si je dois faire la synthèse de tout ça, je pense que le bull run se décale dans le temps. Okay. C'est-à-dire qu'avant, c'était il se passe rien, halving, ça commence, ça explose et ça met peut-être 6 mois après. 6 mois, 1 an et demi pour voir le top. Et là, je pense que le bull run se décale plus en avant et qu'il est déjà commencé. Donc, il est déjà pricé par les investisseurs. Il est en train de se pricer de plus en plus et que peut-être que le top sera beaucoup plus proche du halving que les fois donc pour toi, précédentes. Alors, tu as 2 possibilités, dont une qui est de voir un top Bitcoin avant même le halving. Ouais. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable, mais ça serait possible. Okay. Il n'y a rien qui l'empêche techniquement. Il y a techniquement, non. Il faudrait quand même beaucoup d'argent. Il faudrait énormément d'argent. Il faudrait un alignement des planètes qui est complètement dingue. C'est pas mon scénario privilégié. Je pense qu'il va être beaucoup plus proche, mais peut-être un peu après. On peut peut-être voir un double top, comme on a vu sur le cycle précédent, avec le premier top avant le halving. Et ensuite celle de news, etc. Tout le monde vend et tout le monde pense qu'on est en bear et ça repart. Et ça explose tout, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on est passé à 4000 au dernier halving, à un moment, au plus bas. Exactement. On est à 4000 $. C'est pour ça que je me demande si la volatilité va pas être complètement dingue sur ce cycle. Il y a des gens, je pense à beaucoup de gens qui vont être très contents d'avoir de la volatilité. Ouais, on est content. Hein. De dingue. Tu t'arbitres un petit peu? J'arbitre. Moi, je suis pas, en termes de crypto, je suis vraiment l'investisseur un peu fainéant, c'est-à-dire que je vais pas faire... tranquille. Non, c'est pas ça, mais c'est que je fais pas trop l'extra miles, même si là, je suis en train de me fouetter pour le faire, sur le nouveau projet, être super early sur le truc, etc. Et notamment les trucs super obscurs sur la BSC, où c'est du gamble, etc. Ah oui. Mais je commence. Ça fait longtemps. Mais je commence tout doucement parce que je me dis, putain, ça va être le moment. Il y a des coups à faire, effectivement. Je peux dire sur 2-3 trucs où j'ai investi, mais ceci n'est pas un conseil en investissement. Bien entendu. J'ai investi récemment sur Friendpet. Tu connais ce truc? Pas du tout. Ils ont refait Tamagotchi. Ok. Et en fait, j'ai trouvé le truc marrant. Et c'est legit, il y a un truc. Ouais, c'est Tamagotchi. Donc, ils ont fait un jeu. C'est sur la BSC? C'est sur Base. Ok. Base, on rappelle, c'est la layer 2 de Coinbase. Ouais. Et globalement, tu élèves un Tamagotchi. Donc, tu achètes le coin sympathique. Pour le minter.
tu l'élèves. Ok. Tu dois payer des fractions de coins pour lui filer à bouffer, etc. Si tu le fais pas, il meurt. Enfin, Tamagotchi. Et tu gagnes des ETH. Suivant ton ranking, tu peux les faire se battre, etc. Sympathique. Ouais, okay, bon, on va aller faire un tour. Bien entendu. Mais c'est complètement débile. Hein. Ah ouais, puis c'est vraiment débile. C'est-à-dire que... Faites attention. Etc. Mais ça, voilà, c'est la dinguerie, c'est la sorcellerie sur laquelle j'ai investi. Oui, bon, façon, sinon, j'étais early sur les ordi, sur Ordinal. Ordinal et sur Ordi. T'as vu ce qui s'est passé là hier J'ai vu ce qui s'est passé, tout le monde panique. Je pense que c'est un dev. Alors, c'est pas n'importe quel. C'est un dev, mais c'est pas n'importe lequel. Et je pense que il est beaucoup trop tôt. En effet, j'ai pris l'info. Okay. Ça m'a pas fait paniquer. Le marché non plus, j'ai l'impression. Non. Ça va, donc voilà. On a vu d'ailleurs Ordi qui a passé le 1 milliard de market cap aujourd'hui. Ouais. Donc il y a quelques semaines. Et je suis content d'être allé sur Ordi et pas trop les autres. J'avais acheté un tout petit peu de PP, des conneries de pizza, vraiment des sorcelleries. Mais Ordi, je me suis un peu chargé parce que je me suis dit, c'est smart. Ça juste passe, dans le sens où ils ont copié Bitcoin, tout le monde va se dire c'est Ordi, c'est le premier, c'est Bitcoin, il y en a pareil que Bitcoin, le même nombre, etc. Je me suis dit, les gens sont assez fous, comme Doge, quoi, hein, pour y aller. Et donc je m'étais un peu chargé. Doge, j'aime bien. Doge, j'aime la jeunesse derrière la blague, la grande blague, ça me parle un petit peu. Ordi, je pense vraiment que ça peut. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que, en fait, la hype peut faire que ça peut être débile comme Doge. Oui, au final, que ça est une connerie monumentale qui termine par être quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'attacher à l'investissement. Je vais savoir cliquer sur Sell. Mais voilà. Tu sais cliquer sur Sell? Je sais cliquer sur Sell. C'est ma grande force. T'as mis combien de temps pour l'apprendre? Tout de suite, t'as su cliquer sur Sell? J'ai mis 10 ans pour l'apprendre. Ça, c'est quelque chose. Pas dans les cryptos, mais de façon générale, j'ai mis 10 ans pour l'apprendre. C'est difficile de cliquer. Mais aujourd'hui, je sais très bien cliquer sur Sell. À quel moment il faut cliquer en Bitcoin? Sur Bitcoin, à quel moment il faut cliquer? Moi, à des moments, je commence à avoir une boule. Vraiment, c'est physique, tu vois. Ok, tu te times toi-même, c'est physique. J'ai peur, ça pue. Tout le monde est bullish, il y a des news tous les jours de complètement folles. Et toi, c'est le moment où t'as la boule. Ouais. Et le dernier run, j'avais eu de la chance, hein, puisque j'avais timé vraiment bien ma sortie, qui est une partie de chance, mais aussi une partie de feeling, quoi. Okay. Et... Je t'enverrai un texto, alors. Tu m'enverras un texto quand t'as la boule. Moi, ça sera sur YouTube. Hein, mais, alors, sur YouTube. Mais ouais. C'est un enchaînement d'indices, en fait. C'est une volate de plus en plus importante, la boule au ventre, le Bitcoin qui finit son run, les alts qui commencent à faire des trucs débiles, des 100% par jour, ça se déverse dans tous les sens, des liquidations, mais le lendemain, ça repart quand même. En vrai, c'est de bons conseils, ça. Ouais. Ça, c'est de bons conseils parce que je le vois, là, du moins sur le dernier bull run, j'ai vu beaucoup de gens riches, beaucoup de gens avec beaucoup d'argent. Et moi aussi, putain. Et au final, 2 ans après, alors, t'en es où maintenant? J'ai perdu 80%, 90%. Et moi, j'ai vu combien de mecs passer leur million, tu sais. Et au final. Et aussi combien de mecs visaient le million juste pour le chiffre. Et jamais y aller. Mais tu sais, à 892 000. Mais je clique pas. 892 000, parce que moi, dans ma tête, je veux le 900, me suis fixé 1 million. Bien sûr. Ah bah ça, c'est comme au casino. C'est comme quand t'es à la roulette, tu dis, allez, je pars à 1000 balles. Ouais. Et encore plus impardonnable, quand ces mecs. Parce que, ok, tu t'investis 400 000, tu fais 800 000, t'as fait x2 dans le domaine de la crypto, c'est voilà. Mais un mec qui est parti avec 10, 15, 20 000, tu vois, qui a tradé, qui a push, ou alors qui a choisi le bon truc, le bon cheval, et qui n'a pris aucun profit, il est impardonnable. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment mon combat à chaque fois en bull run, c'est-à-dire que t'as mis 10 000, ou même 100 000, ok, t'es à 800, 900, 1 million, 2 millions, 4 millions, tu n'as pris zéro profit. Déjà, quand t'as fait x3, x4, x5, putain, déjà, sors-moi ton investissement. Alléger, bien sûr. Et puis putain, quand t'es à 800 000, mais sors-moi au minimum 300 000 balles, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il faut le mettre, je pense, en face. Et moi, le premier, quand je vois les chiffres qui grossissent, je le mets toujours en face de ce que je peux faire. Okay. Tu vois? Qu'est-ce que je peux faire avec faire avec cet argent? Là, typiquement, j'ai des travaux à payer sur ma maison. J'ai dit à mon associé Guillaume, si Ordi monte à temps et que ma position est temps, je vends et je paye mes travaux. Je paye mes travaux, bien sûr. Même si, encore parce que c'est juste de mettre quelque chose en face. Et de mettre quelque chose en face, ça t'aide. Tu vois, tous ces mecs qui étaient à 1 million. Tu peux te dire, avec 1 million, je peux faire. Qu'est-ce que je fais avec 1 million? J'ai un immeuble qui me rapporte 10 000 ou 12 000 par mois. Où je fais mieux parce que je mets du levier bancaire et j'en achète 2 ou 3. Et c'est stupide. Ma vie n'est plus la même. Bien sûr, effectivement. C'est un peu les perdants des derniers bull runs, ces gens-là, malheureusement. Mais je pense que c'est une leçon qui s'apprend et qui se retient. Ah bah oui, parce qu'elle fait tellement mal qu'elle s'en retient. Je pense qu'elle fait tellement mal quand après tu ouvres les yeux et ton million, il reste à 80 000. Et surtout l'effet cumulé. C'est-à-dire que même si tu as sorti 150 000, ok, et que toi, ton but, c'était 1 million, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas faire avec 150 000? C'est-à-dire quel est le pouvoir de réinvestissement de ces 150 000? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu vois? Ça te rapporte ça, c'est beaucoup plus que 150 000. Beaucoup plus que 150 000. Donc, en fait, il y a une vraie notion de timing et de
les gens, tu sais, disent pas vendu, pas perdu. Moi, je dis pas vendu, pas perdu, mais pas gagné non plus. Bien sûr. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Et j'ai une deuxième expression que j'ai piqué à un Américain. L'important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Et ça, vraiment, c'est en lettres d'or dans ma tête. Il faut le garder attaché, serré, et hop. Ouais. Parce que tant que c'est sur ton wallet, tant que c'est sur ton exchange, c'est pas réalisé. Ah, mais je veux pas payer d'impôts. Bah, ok, paye pas d'impôts. Mais t'aurais pu payer des impôts sur 800 000 balles. Là, tu payes pas d'impôts, mais. Paye pas d'impôts, effectivement. Il te reste 30, quoi. Oui, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir transférer au moins en stablecoin. Au moins en stablecoin. Histoire de dire, peut-être ça va redescendre, allez, j'en prends 25%. Ouais. Ça, on le répète, on le dit, on le répète, mais il y a des fois. Faut savoir encaisser. Tant que t'encaisses pas, tu es en démo, en fait. Tu serais sur un compte de trading démo, c'est pareil. Bien sûr. Avant de terminer et de passer au jeu, j'aimerais parler avec toi d'un autre aspect de l'immobilier, toi, donc, qu'on connaît si bien que ça à travers l'immobilier, tout ce qui va être l'immobilier tokenisé. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Aujourd'hui, on voit il y a plein de solutions, type Realty, etc., qui permettent à des investisseurs qui n'ont pas l'argent de mettre des mortgages, etc., d'investir. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plusieurs choses que tu peux tokeniser. Tu peux tokeniser le bien. Bien sûr. Tu peux tokeniser des parts de la société qui détient le bien, etc. Nous, on a été les premiers en France à faire une levée de fonds tokenisée, mais pas sur le bien. Okay. Ça, des gens l'ont fait avant nous, mais sur la levée de fonds, c'est-à-dire sur la SPV qui détient le bien. Realty, je crois qu'ils tokenisent, pareil, des parts de la boîte qui détient l'asset. Des parts de la boîte, exact. C'est un sujet qui est méga complexe. C'est-à-dire qu'il faut le regarder de façon globale. Mais ce que je peux dire, c'est déjà qu'en France, on va avoir un très gros problème, c'est qu'il y a le lobby des notaires qui sont extrêmement forts et on tokenisera jamais un bien immobilier. C'est compliqué? C'est très compliqué. Okay. En France, du moins. Mais en France. Okay. Par contre, on peut en effet tokeniser la société qui détient le bien. C'est pas exactement pareil au niveau légal et au niveau garantie quand on regarde les petites lignes, mais globalement, l'effet est le même. Okay. Ces boîtes comme Realty, etc., fonctionnent très bien. Je pense que c'est clairement l'avenir, mais c'est tellement disparate en fonction des juridictions, des pays, etc., que ça peut pas être une révolution comme certains pensent dans 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Tout l'immobilier sera tokenisé. En fait, c'est tellement spécifique aux différentes juridictions que tu n'y arriveras pas. Par exemple, à Dubaï, ils tokenisent les droits de propriété. C'est-à-dire que c'est de l'immobilier classique, etc. Okay. Par contre, quand on te donne ton droit de propriété, tu as ton numéro blockchain avec ton petit truc que tu peux scanner. Le cadastre est tokenisé? Vraiment, le droit de propriété, le papier est tokenisé. Ouais. Ok, intéressant. Alors, on a un peu sorti de la question. La question, c'était, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vas dire, ça peut être intéressant, c'est pratique, etc., ou pas du tout? C'est pratique pour 2 raisons, pour la sécurité et pour la rapidité. Et bien souvent, les coûts. Donc oui, je pense que sur le papier, c'est génial. Mais en fait, le problème, c'est que je connais trop comment est fait le système pour savoir que... Si je parle de la France, ils sont pas prêts, mais ils sont même pas prêts de tokeniser le papier, tu vois. Pour la France, effectivement, tokeniser le papier. Oui, ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, effectivement. Même le droit de propriété. Enfin, t'as encore 2 ans de retard dans certaines régions pour recevoir ton droit de propriété, tu vois. Ton titre de propriété. Effectivement. Est-ce que investir donc à travers de l'immobilier tokenisé aux États-Unis, dans des endroits safe, hein, je ne vais pas te parler en Bolivie, enfin je dis pas que la Bolivie n'est pas safe, bien sûr que non, mais aux États-Unis, Boliviens qui nous regardent. Pour une fois sur YouTube, tu vas avoir un pic Bolivie sur la vidéo, on va pas comprendre. Ou à Dubaï, etc. On a des solutions qui proposent d'investir dans de l'immobilier et de commencer à toucher des loyers, etc. à partir de 50 ou 150 $. Bah ouais, la beauté du truc, c'est que c'est fractionné. C'est pratique. C'est pratique et c'est fractionné, en effet. Okay. Mais c'est pas la seule façon. Tu vois, si je veux le faire, si je veux faire de l'immobilier fractionné, j'ai pas besoin de le tokeniser. Ok. Je peux le structurer sans le tokeniser. Combien j'ai aucun besoin. Combien ça coûte à ce moment-là? Pareil. Ok. Par exemple, nous, on le fait avec Invest Dubai, où les gens peuvent investir avec nous et acheter une part des maisons qu'on achète, qu'on revend. C'est pas tokenisé. Pourtant, c'est de l'immobilier fractionné. Donc, c'est du fractionné, mais non tokenisé. Juste fractionné. Parce que tu vois, la couche tokenisation, c'est une couche d'inscription et de sécurisation, etc. Donc, je trouve que, et c'est un problème dans les cryptos, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais les gens, parfois, se cachent derrière toutes les possibilités de la crypto, qui sont folles, pour dire que forcément, il va y avoir un changement de paradigme parce que les possibilités sont folles. Mais en fait, il y a plein de choses qui font, et notamment la loi et l'habitude, que ça va pas aussi vite que ça. Tu vois. Et sur l'immobilier, je pense qu'il y a des boîtes qui le font très bien, comme Realty,
parce qu'ils sont engouffrés dans le truc, et tant mieux parce qu'ils sont sûrement plus rapides, moins chers, plus sécurisés. Mais ça veut pas dire que tous les acteurs vont le faire. Donc qu'est-ce que je pense de l'immobilier tokenisé? Je pense que c'est très bien. Mais je pense que c'est la même chose qu'un investissement classique. Il faut regarder sur quoi on investit, comprendre, etc. Toujours faire attention dans tous les cas, dans tous les investissements. C'est pas parce qu'il y a tokenisé dedans, tu vois, que c'est magique. Faut faire attention, je suis d'accord. Je pense qu'on va passer au jeu. J'adore. Le jeu. Tu les as pas vus? Je les ai pas vus. Promis. Promis. J'ai vu qu'il y avait marqué jeu, j'ai arrêté de lire. Bravo. Bullish, bearish, bullshit. Oh, il y a un jingle. Il y a un jingle. Quand il y a un jingle, c'est attends, ça. les jeux, ils ont même un nom, etc. Alors, on a J'ai l'impression. on a un premier jeu qui s'appelle Bearish, Bullish, Bullshit. Bearish, bullish, bullshit, ok? Donc, je vais te donner un mot ou quelque chose et tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. Les ICO. Bullish. Les NFT. Ben, je suis bullish sur tout. Ah, t'étais bullish sur toute la partie. Ouais, bullish. Ok. Le meilleur marché pour investir est L'immobilier. l'immobilier. Ouais. Si tu n'étais pas entrepreneur, qu'est-ce que tu serais? Pompier? J'ai déjà fait. Moi, je pense que je serais marchand de biens, juste marchand de biens, mais t'es entrepreneur quand t'es marchand de biens, mais je pense que je serais. Ouais. Ok. Maintenant, bon, je te pose des petites questions entre deux. Je te pose deux choix, tu me dis ce que tu préfères. Ok. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Immobilier ou crypto? L'immobilier. Dubaï ou Paris? Dubaï. Nike ou Adidas? Nike. Bored Ape ou CryptoPunks? Bored Ape. T'en as un? Non. Pourquoi pas? Parce que. Trop cher? Débile. Ok. Écoute Yann, merci beaucoup, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Encore une fois, merci au Crayon de nous avoir prêté donc leurs locaux. Bien sûr, abonnez-vous si c'est pas encore fait pour continuer d'avoir du petit contenu sympathique comme ça qui change un peu et qui sort juste de la crypto habituelle. Donc, petit récap, allez voir la chaîne de Yann, Green Bull Group. Et surtout, on est en bull market, il l'a dit. Allez regarder la vidéo. On espère en tout cas. On espère. Yann, merci beaucoup. Merci à toi. Et coupez